C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sauve-toi. Aujourd'hui je vais vous parler de l'emprise. Donc qu'est-ce que l'emprise? Comment ça se manifeste dans une relation de couple où il y a de la violence? Et surtout comment en sortir? Alors, je vais vous parler de tout ça évidemment à travers mon expérience et surtout ce que j'ai pu comprendre de l'emprise dans ma relation a posteriori en travail d'analyse avec ma psy. Puisque voilà, l'emprise ça va être vraiment un concept comme ça un peu technique, et puisque du coup c'est technique, je me suis pas uniquement basée là-dessus, j'ai voulu aussi un peu être sûre de bien vous présenter la chose, d'utiliser les bons mots, etc. Donc je me suis basée sur deux ouvrages que je vous présente. Voilà, le premier c'est Violence psychologique, comprendre pour agir, un ouvrage collectif sous la direction de Roland Coutanceau, qui est un psychiatre, qui est spécialiste un peu des questions comme ça de violence entre personnes, et c'est aussi le fondateur de la Ligue de la santé mentale. Si vous êtes basé à Paris, vous pouvez regarder ce que c'est que la Ligue de la santé mentale, si ça vous intéresse. L'autre livre, c'est Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple, par Marie-France Irigoyen. Donc là, c'est vraiment un peu l'ouvrage de référence sur les violences conjugales. Voilà. Je vous mettrai en description de la vidéo les références des livres, si jamais ça vous intéresse, en fait, d'approfondir la question de votre côté. Pour commencer, je voudrais définir ce que c'est que l'emprise dans son sens général, avant qu'on puisse rentrer dans le détail de l'emprise dans la relation de couple. Alors, si je prends la définition générale du Larousse, donc je lis la définition pour vous, l'emprise, c'est l'ascendant intellectuel ou moral de quelqu'un, l'influence de quelque chose sur une personne. Donc voilà, en fait ça va pas être spécifique au couple, et l'emprise en fait elle peut se présenter vraiment dans différents types d'interactions. Ça peut être par exemple l'emprise d'un parent autoritaire sur son enfant, ça peut être dans le cadre du travail, un supérieur hiérarchique qui va être un peu tyrannique avec soi. Ça peut aussi être présent dans une relation d'amitié où il y en a un qui va essayer de s'accaparer l'autre, enfin voilà comme ça, et donc évidemment ça va être présent dans le couple. Alors l'emprise en fait ça va vraiment être quelque chose qui va se mettre en place petit à petit en fait. Il va y avoir différentes phases pour qu'elle se mette en place. La première phase ça va être la phase de séduction. Donc là en fait c'est où l'autre se pose comme s'il était tout ce qu'on attend, il nous dit ce qu'on rêve d'entendre, etc. Il se met en position d'incarner un idéal, etc. Ensuite, il va y avoir une phase de mise en place de dépendance affective. Donc là, en fait, c'est quand l'autre, il va essayer de brouiller un peu tous nos repères. Donc nos repères, par exemple, commencer à nous faire douter de nous-mêmes, nous faire douter des autres, etc. De telle façon que, en fait, petit à petit, on n'arrive plus à se fier qu'à lui. En fait, ça devient la seule personne en qui on peut avoir confiance, puisqu'on n'a plus confiance ni en les autres, ni en nous-mêmes. Et la troisième étape, ça va être l'étape de perte de liberté. Donc là, en fait, c'est quand on n'est même plus capable de penser ou d'agir par nous-mêmes. On a vraiment plus cette indépendance vis-à-vis de l'autre. Tout ce qu'on peut dire ou faire, en fait, est décidé par rapport à ce que l'autre nous a un peu amené à penser, en fait. Voilà, et ce que je tiens à préciser aussi, c'est qu'il est possible que celui qui exerce son emprise ne le fasse pas de manière consciente. De la même manière que dans la première vidéo, je vous disais que l'homme violent, il n'est pas forcément conscient qu'il est violent envers sa compagne, etc. L'emprise, c'est pareil, en fait, ça peut être vraiment quelque chose qui se fait dans l'inconscient. Il faut savoir que voilà, en fait, c'est vraiment un jeu dans la relation, c'est pas spécialement un jeu d'une personne à une autre. Enfin, voilà. Après, bon, il peut y avoir des exceptions, mais c'est possible que ce ne soit pas fait de manière consciente. Et donc dans une relation d'emprise, il va y avoir deux acteurs principaux qui sont le bourreau et la victime. Bon ça c'est mes termes à moi, c'est parce que voilà, je trouve qu'ils sont faciles à utiliser, compréhensibles par tous. Et donc de la même manière que le bourreau n'est pas spécialement conscient de ce qu'il fait en tant que bourreau, la victime, elle se pose pas consciemment en tant que victime. Ouais, voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est fait de manière consciente. En gros, ce qui va se passer, c'est que... ce qui va faire qu'on est soit bourreau, soit victime, c'est qu'en fait, le bourreau, il perçoit chez sa victime une fragilité, une faille, et en fait, il va pénétrer par cette faille pour prendre le contrôle sur nous, quoi. Voilà, et ça me semblait aussi important, pour bien comprendre ce que c'est que l'emprise, d'aborder aussi l'empathie, parce que voilà, c'est un peu une mise en perspective qui me semblait un peu incontournable. Donc l'empathie, dans le sens général, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, en gros. Et ouais, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour non seulement comprendre l'autre, mais aussi se comprendre soi-même, quoi. Alors attention, l'empathie, c'est vraiment pas à confondre avec la sympathie, la compassion, l'identification et tout ça, c'est vraiment des choses distinctes. L'empathie, en fait, c'est vraiment plus quelque chose de l'ordre de faire la différence entre soi et l'autre.
dans le sens où en fait on va chercher à lire chez l'autre des indicateurs qui vont nous permettre de comprendre ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et nous-mêmes aussi on va être capable de donner ces indications pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on pense et ressent, au-delà de ce qu'on peut dire dans le discours direct, on va dire. Un exemple, ça va être par exemple de sourire à quelqu'un pour lui faire passer que voilà, on est dans une émotion agréable à ce moment-là. Et ouais, du coup, en fait, l'empathie, elle est un peu dysfonctionnelle quand on n'est pas capable, en fait, de faire passer ces signes-là, ces indications-là à l'autre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de ne pas donner ces signes-là à l'autre, quelque part, c'est considérer que l'autre n'est pas un sujet, en fait, qu'il est un objet. Je prends un exemple comme ça, vraiment tiré par les cheveux, mais par exemple, si vous vous promenez dans la rue, vous n'allez pas sourire au lampadaire. Parce que le lampadaire c'est un objet, vous n'avez pas besoin de lui faire passer quelque chose. Alors que si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous allez pouvoir lui sourire pour, voilà, par politesse, etc. C'est vraiment ça la distinction. Et donc, pourquoi j'aborde ça là maintenant ? Parce que, en fait, l'empathie, elle va avoir aussi son rôle à jouer dans les relations de couple où il y a de la violence et donc dans le phénomène d'emprise. Puisque, en fait, celui qui manipule, il va pouvoir détourner, en fait, ces codes-là pour réussir à nous déstabiliser, en fait. Par exemple, il va sourire pour dire quelque chose de très méchant, ou alors il va dire quelque chose qui serait a priori très positif, mais sur un ton très triste. Donc voilà, en fait, on va brouiller comme ça les repères de l'empathie qui sont communs à chacun, quoi, en fait. Maintenant que j'ai présenté un peu le cadre général de ce qu'est l'emprise, je vais rentrer dans ce qu'est l'emprise dans la relation de couple. Alors, le couple, ça va être un peu le terrain idéal pour l'emprise, en fait, puisque ça se joue entre deux personnes, et deux personnes qui ont une relation qui est de l'ordre de l'intime, du secret. Et il y a aussi cette idée encore tenace aujourd'hui que, voilà, ce qui se passe dans le couple ne regarde pas, en fait, le reste du monde. Enfin, par exemple, une femme qui vit quelque chose qui est au-delà du supportable dans sa relation, elle va pas spécialement oser en parler autour d'elle parce qu'elle aura honte. Ça, moi, j'en avais déjà un peu parlé dans la première vidéo, où je vous parlais du fait que, en fait, moi, j'osais pas raconter ce que je vivais, puisque en fait j'avais un peu cette idée, c'est peut-être de la fierté mal placée, mais de me dire celui qui se plaint c'est celui qui est en tort, et donc si je parle de ce qui se passe, les autres vont me dire que c'est moi qui n'arrive pas à gérer la chose, et donc c'est moi qui suis en tort, c'est de ma faute. Donc ouais, voilà, le couple, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être un peu fermé au reste, et qui va faire que l'emprise, elle va vraiment être possible, en fait, dans cette configuration-là. Donc dans un couple, la mise en place de l'emprise, elle va se jouer un peu à deux niveaux, qui peuvent être complémentaires, enfin voilà, il peut y avoir plus ou moins l'un, plus ou moins l'autre, selon, en fait, le profil de la relation. Donc ouais, là je reviens un peu sur ce que j'ai présenté dans le cadre général. Donc il y a la phase de séduction. Alors dans le couple, ça va être cet homme qui se présente comme le prince charmant, qui va combler tous nos désirs, tous nos rêves, etc. Avec qui on va vivre un véritable conte de fées, tout ça, enfin voilà. L'autre versant à ça, ça va être l'accrochage. Alors l'accrochage, ça va être beaucoup plus difficile à repérer, vous allez comprendre pourquoi. En fait, l'accrochage, c'est la capacité de l'homme à voir la faille en nous, la fragilité qu'on peut porter, et il va en fait se servir de cette faille pour vraiment prendre le contrôle sur nous. Ça, je pense que ça a à voir avec une certaine vulnérabilité, dans le sens où on peut avoir, par notre histoire, etc., vraiment des souffrances profondes, etc., qui font que on va être moins résistant que la moyenne à certains types de manipulation. Pour illustrer ça, dans mon cas, en fait, comme je vous expliquais, j'étais assez perdue dans ma vie, et en fait, quand j'ai rencontré cet homme, j'ai eu cette impression que voilà, il allait combler tous mes besoins, etc. Faut aussi savoir que dans ma personnalité, en fait, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin comme ça d'aider l'autre, enfin de protéger l'autre, voire même de le materner. Et en fait, voilà, moi, donc mon compagnon, il m'avait fait voir une fragilité chez lui, comme ça, quelque chose à réparer. Et donc, en fait, je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir le réparer, je vais pouvoir le sauver. Sauf qu'en fait, j'y arrivais jamais vraiment, et donc je m'en voulais parce que je considérais que si j'arrivais pas à le sauver, c'était parce que je faisais pas bien les choses et tout. Sauf qu'en fait, voilà, ce que j'ai compris plus tard, c'est que en fait, c'était pas à moi de le sauver, quoi, et en fait, je suis même pas sûre, en fait, qu'il voulait vraiment se sauver lui-même, puisque en fait, cette fragilité, ça lui servait pour accrocher, en fait. Ouais, et du coup, ce qui faisait que, en fait, plus ça allait, plus j'essayais de l'aider, de le sauver, etc. Et du coup, j'oubliais un peu tout le reste, et surtout, j'oubliais de m'occuper de moi, quoi.
Voilà, et en fait ce qui va être commun un peu à ces deux versants, donc la phase de séduction et l'accrochage, c'est qu'en fait il y a cette idée que l'autre il va venir nous combler. Dans le sens où il va venir nous combler de bonheur et il va venir combler nos besoins. Et donc une fois qu'il y a eu cette première phase de séduction et d'accrochage, on va rentrer dans le conditionnement. Alors le conditionnement, va y avoir plusieurs étapes. Pour commencer, déjà je voudrais un peu vous parler de moi, un peu comment ça s'est passé. Donc parce qu'en fait, en même temps qu'on s'imagine les meilleures choses, etc. qui pourront nous arriver avec cet homme, il commence assez rapidement en fait à y avoir des choses pas cool, qui viennent en fait faire un peu des montagnes russes quoi, de belles choses et de mauvaises choses. Ouais, moi je me souviens, j'étais vraiment fascinée par cet homme quoi, qui il était, la vie qu'il menait, tout ça, c'était un peu waouh, génial quoi. Et du coup en même temps qu'il me faisait sentir comme si j'étais la 8e merveille du monde, donc j'étais en plus complètement honorée qu'un homme comme ça s'intéresse à moi et me fasse sentir un peu spécial, mais en même temps il me rabaissait beaucoup quoi. Ouais, il me disait que je lui arrivais pas à la cheville, que j'étais moins que lui, etc. Donc en fait, ce qui fait que c'était très contradictoire tous ces messages-là, quoi. Et en fait, ça a fait que, au final, je commençais vraiment à douter de tout, mais pas de lui, parce que lui, je l'admirais et tout. Donc ouais, je doutais de moi, dans mon estime, dans ce que je pouvais penser, tout ça. Enfin, je me fiais plus à moi, je me fiais à lui, quoi. Donc voilà, là on voit déjà qu'il y a un jeu comme ça qui se joue, qui n'est plus trop de l'ordre du beau rêve qu'on avait au début, quoi. Enfin, on commence à s'habituer à des choses qui sont pas belles, quoi, on va dire, dans la relation. Dans le conditionnement, il va y avoir aussi un phénomène d'effraction. Donc l'effraction, c'est quand, en gros, notre conjoint pénètre un peu nos pensées, dans le sens où il sait mieux que nous ce qu'on peut penser nous-mêmes, quoi. Par exemple, je sais pas, dans les premiers temps, par exemple, quand il va y avoir des disputes, vous allez essayer de résister un peu, de dire mais non, enfin de vous défendre quoi, efficacement, puisqu'on en est encore à peu près capable au début. Et en fait, ce qui va se passer à ce moment-là, par exemple, c'est que notre conjoint il va me dire mais tu dis ça, mais au fond tu sais bien que c'est toi qui as tort et que c'est moi qui ai raison. Bah, regardez bien la formulation, tu dis ça, mais au fond, tu sais bien que... Voilà, il suggère qu'il sait ce qu'on pense mieux que nous-mêmes. Et en fait, comme il fait ça tout le temps, à répétition surtout, on finit par lui donner raison, quoi. Enfin, on finit par douter de nous-mêmes. Ah oui, mais c'est vrai, t'as raison, puisque tu dis que je pense ça, en fait, c'est vrai, t'as pas tort, je pense ça. Donc ouais, en fait, à la fin, ça fait que on n'est plus trop sûr de ce qu'on pense nous-mêmes, et on perd un peu pied avec la réalité de qui on est, ce qu'on pense, etc., quoi. Enfin, l'autre, il a déjà pris un peu de pouvoir sur ça, quoi. Et ouais, du coup, ça fait que petit à petit, on va rentrer encore plus dans ce qui est de l'ordre plutôt du lavage de cerveau. Donc par exemple, en fait, on va être beaucoup déstabilisé sur plein d'aspects, en fait. Par exemple, ça va être sur le jeu des émotions, quelque part, où en fait, notre conjoint, il va se mettre à monter en pression, ce qui laisse présager qu'il va y avoir une crise de violence. Et en fait, paf, en un clin d'œil comme ça, il va redescendre et agir tout à fait normalement, comme si rien ne s'était passé. En fait, faire ça va faire qu'on va s'habituer en fait à déjà une attitude agressive, quoi, qui monte en pression, et en fait qui ne déborde pas derrière spécifiquement sur une crise de violence, puisque ça peut s'arrêter aussi sec. Ce qui fait que en fait, quand va y avoir vraiment une montée en pression qui va aboutir vers une crise de violence, on va pas forcément s'y préparer, puisque en fait on va pas savoir exactement qu'est-ce qui débouche ou pas sur une crise de violence, puisque c'est assez aléatoire en fait, hein. L'idée c'est qu'on puisse pas anticiper en fait. Ouais, et du coup comme on n'arrive pas à anticiper, on est vraiment déstabilisé, et en fait ce qui fait que quand il y a une crise de violence, on va pas savoir vraiment la gérer puisqu'on n'a pas pu s'y préparer. Ce qui fait que, moi dans mon cas par exemple, du coup je devais un peu improviser dans ma réaction face à ces crises de violence. Soit j'essayais de le calmer, soit j'essayais d'aller me cacher le temps que ça passe, ou alors j'essayais de jouer à celui qui gueule le plus fort pour essayer de l'impressionner et de le faire redescendre. Enfin voilà, en fait il y a plein de techniques comme ça de défense. J'y reviendrai plus en détail la semaine prochaine dans la vidéo sur les violences pour expliquer un peu tout ça et comment on gère nos réactions dans ces cas-là, quoi. Dans le conditionnement, il va aussi y avoir l'isolement. Donc là, ça va être par rapport à notre entourage, à nos proches, etc. Où en fait, petit à petit, notre conjoint, il va nous influencer de telle sorte que, en fait, on est poussé à prendre des distances, voire même carrément à couper les ponts avec notre entourage.
pour différentes raisons, soit il va vous dire que il peut pas les supporter, etc., et que donc faut choisir, c'est soit eux, soit lui, etc. Ou alors dire mais c'est tous des cons, tu mérites pas, enfin c'est quoi tes amis de merde, enfin là tu les mérites pas, tout ça, tu mérites mieux. Donc voilà, ça peut être des arguments comme ça qui va nous sortir de telle sorte que on n'a pas trop le choix en fait. Mais l'isolement, ça peut aussi jouer sur un autre niveau, qui est un peu spécifique à l'époque dans laquelle on est, où par exemple il va prendre le contrôle de notre téléphone. Alors soit par exemple il va nous forcer à montrer notre journal d'appel, les derniers textos, etc. pour savoir à qui on a parlé, quand, de quoi, etc. Ou alors même carrément il va s'octroyer le droit quand le téléphone sonne, il a le droit de regarder qui c'est avant que nous-mêmes on le sache, etc. Bah ça en fait c'est une prise de contrôle dans le sens où et d'isolement dans le sens où en fait derrière on va anticiper le fait que notre conjoint il a accès à ces informations là et donc ça va faire qu'on va ne pas oser dire certaines choses à certaines personnes, etc. Ou déjà ouais parce qu'on sait pas trop en fait ce qu'il va faire, qu'il va tolérer qu'on parle de telle chose à telle personne alors qu'il va pas du tout aimer qu'on parle de telle autre avec telle autre personne quoi. Donc en fait on sait pas trop exactement ce qu'on doit faire ou ne pas faire quoi. Ce qui fait que derrière de manière automatique en fait on va ne plus parler de certaines choses avec certaines personnes quoi. Ça m'amène aussi à aborder un autre aspect du conditionnement qui est le fait d'être programmé. Alors être programmé en fait c'est quand on agit de telle sorte à convenir à ce que notre conjoint attend de nous et nous impose, même quand il est pas là. Ouais ça va être parce qu'on a peur en fait qu'il désapprouve ce qu'on peut dire ou faire, etc. Même quand il est pas là, en gros c'est la crainte que s'il vient apprendre que j'ai fait ci ou ça avec un tel machin et tout, oulala qu'est-ce qui va m'arriver quoi. Et du coup en fait ce qui fait que on devient un peu quelque part le pantin de notre conjoint parce qu'on lui obéit même quand il est pas là, alors que factuellement du coup il peut rien nous faire puisqu'il est pas là. Mais c'est la crainte de ce qui peut venir après en fait. Et de manière globale, en fait, dans le conditionnement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la communication. Donc ça, c'est ce que je vous évoquais au début quand je parlais de l'empathie et comment elle peut être détournée en fait pour servir le phénomène d'emprise. Donc c'est un peu les phénomènes que j'appelle les fausses communications en fait, qui vont viser à nous désarmer, à nous déstabiliser, à faire qu'on perde encore un peu plus nos repères. Alors du coup il y a plusieurs exemples de fausses communications que je reprends du coup là de Marie-France Irigoyen. Le premier ça va être de déformer le langage, en fait de dire les choses de manière floue, détournée, de sorte que on n'est pas capable par exemple je sais pas si vous posez une question qui amène une réponse en oui/non, il va vous répondre peut-être. Il y a aussi le fait de déformer le langage, donc dire les choses de manière floue et détournée. Donc là, par exemple, je reprends un peu ce que je disais au début, ça va être de dire quelque chose d'a priori positif, mais sur un ton extrêmement pessimiste ou je ne sais quoi, et de sorte qu'en fait, on va pas savoir comment interpréter le message, quoi. Va y avoir aussi tout ce qui est de l'ordre du mensonge et d'essayer de créer des malentendus, en fait, sur tout et rien. Ça peut être aussi, par exemple, manier du sarcasme, de la dérision, de la plaisanterie, tout ça, mais de sorte que, en fait, on ne sache pas si vraiment c'est pour faire de l'humour, en fait. Par exemple, il va nous dire quelque chose d'extrêmement méchant, et du coup, ça va nous heurter, ça va nous blesser, et derrière, il va me dire « Ah, mais c'est bon, je plaisantais, oh là là, qu'est-ce que tu peux être susceptible ?» Donc voilà, en fait, du coup, ce qui fait qu'on sait plus, en fait, ce qui peut être sérieux ou pas dans ce qu'il dit, quoi. Et va aussi y avoir le fait de dire des choses paradoxales, mais sur des petits détails comme ça qui a priori ont pas matière à être détournés quoi. Pour illustrer tout ça, je vais donner un exemple. Admettons, on sort dîner avec des amis, et quand on rentre à la maison, notre conjoint nous dit c'était cool de les voir, mais par contre, je sais pas ce qu'ils t'ont fait, tu tirais la gueule toute la soirée quoi, ça se fait pas et tout quoi. Alors que en fait, quand on y réfléchit, pas du tout quoi, on était juste normal quoi. Mais voilà, notre compagnon il va nous saouler avec le fait que mais si tu faisais la gueule, et puis ils l'ont bien vu que tu faisais la gueule, franchement c'était pas très discret et tout quoi. Et en fait du coup il va nous le répéter, se servir de l'argument que les autres aussi ont senti ça chez nous, et du coup on va se dire ah bon t'as raison, ouais peut-être que je faisais la gueule et tout, voilà en fait on va finir par croire ce qu'il me dit quoi.
Et donc un dernier exemple de fausse communication comme ça, ça va être la disqualification. Donc c'est quand notre conjoint il nous rabaisse tout le temps sur tout et rien, pour nous dire que voilà, mais t'es nul, tu vaux rien, etc. Voilà, et toutes ces étapes comme ça de conditionnement, etc., ça va faire que l'emprise, ça y est, elle est mise en place sur à peu près tous les niveaux, et donc on va pouvoir rentrer dans la violence, en fait, dans la relation, puisque en fait, on n'a plus trop nos repères, etc. Ce qui fait qu'on va être moins alerte sur des choses qui peuvent être dangereuses pour nous, etc. Et on va accepter à peu près tout ce que notre conjoint peut nous faire subir, quoi. Voilà, et donc ça, les violences, ce sera le sujet de la semaine prochaine, où là je vais vraiment rentrer dans le détail, surtout de ce que sont les violences psychologiques, parce que de la même sorte que l'emprise, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas accessible directement. Les violences psychologiques non plus, ça demande un certain recul en fait pour pouvoir les identifier. Donc voilà, je vais aborder ça avec vous la semaine prochaine. Mais pour l'instant, donc je vais conclure sur ce que c'est que l'emprise et comment en sortir, comment reprendre son pouvoir, etc. Alors, pour commencer, déjà ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on est sous emprise comme ça, en fait, quand on en sort, on va quand même avoir des grosses séquelles, en fait, donc, que j'avais déjà un peu évoquées dans les vidéos précédentes. Mais ouais, en gros, il peut y avoir donc des troubles de l'ordre de la dépression, des troubles anxieux, une très faible estime de soi, une peur de l'extérieur, une agoraphobie, une incapacité à faire confiance en l'autre, quel qu'il soit. Il va y avoir aussi un sentiment de ne plus être soi-même, donc là c'est plutôt de la dépersonnalisation, et enfin de la paranoïa. Donc si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez compris que en fait toutes ces choses que je viens de lister, moi je les ai un peu subies aussi, et que voilà, je suis encore un peu en train de travailler dessus, même si bon voilà, c'est presque la fin et tout quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est possible de s'en remettre, mais ça prend du temps, et vraiment c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc ce que je veux faire passer comme message là aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans un état comme ça, où vous êtes un peu perdu sur tous vos repères, en soi c'est pas grave, parce que c'est juste les effets que produit l'emprise en fait sur quelqu'un, quoi. Donc mais voilà, c'est pas à négliger, faut vraiment s'en occuper, quoi. Donc au minimum faut aller voir un médecin, et vraiment le mieux, je pense, ça va être d'en parler avec un thérapeute, parce que comme ça se joue sur des niveaux psychologiques, en fait se reconstruire alors que soi-même on a justement des repères comme ça de notre esprit qui sont plus solides en fait, le fait d'en parler avec un thérapeute, ça va faire que déjà en fait vous en parlez à un tiers qui est dehors, qui voit la chose de l'extérieur en fait, et en plus comme c'est un psy, clairement il comprend exactement comment fonctionne notre esprit, quoi. Donc il va pouvoir vous aider vraiment à identifier comment vous avez vécu l'emprise, et comment la comprendre, comment prendre du recul vis-à-vis de ça, et comment reprendre le pouvoir sur sa pensée, quoi. Ouais, il va nous aider vraiment à comprendre ce qui était pas normal dans la relation, ce qui doit pas se reproduire en fait, faire qu'on retrouve un peu notre capacité critique en fait sur ce qu'on peut vivre, etc. Ouais, parce que vraiment, tant qu'on n'est pas sorti de l'emprise, en fait, on va pas pouvoir se rendre compte des violences qu'on vit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, une femme, tant qu'elle est sous emprise, en fait, elle va pas pouvoir vraiment sortir de la relation, parce que elle va être dans cet état de dépendance, quoi. Enfin, ça, c'est ce que j'avais un peu évoqué dans les vidéos précédentes, quoi. Enfin, vraiment, il faut quelque part avoir un moment, une révélation qui fait que, mais non, en fait, là, waouh, là, ce qui se passe, c'est dangereux pour moi, quoi, et je peux pas rester, quoi. Mais tant qu'on est dans l'emprise, en fait, on ne voit pas le danger, on ne le voit plus. Et oui, donc en conclusion, sortir de l'emprise, vraiment, ça va être la possibilité aussi de retrouver sa liberté. Alors sa liberté d'être, sa liberté de penser, sa liberté d'agir, mais aussi sa liberté d'aimer, quoi. Parce que ce que je veux faire comprendre aussi aujourd'hui, c'est que de la même manière que je vous expliquais que pour moi, un homme violent, au final, c'est pas tellement une question qu'il a de l'amour pour sa compagne, puisque en fait, c'est un amour qui conduit à faire des choses mauvaises. Il faut savoir que nous, l'amour qu'on porte à notre compagnon, même si à la base, voilà, c'est avec les meilleures intentions du monde, quelque part, et bien comme cet amour est manipulé dans le cadre de l'emprise, avec une question de mise en place de dépendance, etc., en fait, quelque part, on est plus libre d'aimer cet homme, quoi, puisque en fait, ça devient quelque chose de l'ordre vraiment du besoin vital, quoi. Enfin, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir vivre sans cette relation, sans cet amour, quoi. Et oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais j'en avais déjà un peu parlé dans les vidéos d'avant, là, l'emprise, en fait, donc au-delà que ça puisse se passer
passer dans le cadre familial, professionnel, etc. Vraiment, l'emprise, en fait, c'est ce qui va faire que dans une secte, le gourou va pouvoir avoir des adeptes autour de lui, quoi. Et donc voilà, enfin, l'exemple est extrême, mais en fait c'est exactement le même phénomène, quoi. C'est juste que c'est pas dans le même cadre, mais voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que voilà, il manque rien dans la description de l'emprise et que ça vous aura aidé un peu à comprendre comment ça se passe. Voilà, pareil, hein, prenez les informations que vous pouvez, adaptez à ce que vous vivez, etc. Et surtout, si vous pensez être comme ça dans une relation où il y a de l'emprise, faites appel à une aide extérieure, quoi, parce que c'est la seule solution, je pense, pour vraiment en sortir. Donc merci à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et surtout à partager pour faire passer le message autour de ce sujet autour de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, cette fois c'est la bonne pour la vidéo sur les violences. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.